C'est ici que tout se passe. Pas de neuf, ça se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, docteur? Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la Radio Manie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept d'émission culturelle un peu particulier, puisque nous sommes devant l'hôtel de police. Avec ma comparse du jour Charlotte, nous allons assister à une garde à vue un peu particulière puisqu'il s'agit de celle de deux auteurs de romans de polar avec un public composé de policiers et d'usagers de la bibliothèque d'Annemasse. Je vois qu'on nous fait signe, nous allons pousser la porte du commissariat et écouter ce qu'ont à nous dire Laurent Guillaume et Sonia Delzongle. On vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes et on se réjouit de cette rencontre et de cet échange. Vous allez assister à une garde à vue de deux suspects. Donc, cher public, nous avons estimé qu'il était important de vous associer en tant que juré à la garde à vue des auteurs accusés. Donc Sonia Delzon et Laurent Guillaume, dont nous allons vous dresser dans un premier temps le profil psychologique. Laurent Guillaume, vous êtes né en 1967 à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, et vous avez passé une grande partie de votre vie dans les forces de l'ordre que vous quittez en 2012 pour vous reconvertir en tant qu'écrivain de romans policiers. Vos romans sont souvent sombres, complexes et révèlent une compréhension approfondie des mécanismes criminels et des enquêtes policières. Particulièrement habitués aux interrogatoires, nous pouvons observer votre aisance. Nous savons fin connaisseurs des procédures, mais nous saurons détecter votre précipitation à répondre aux questions de l'enquête. Passons à notre deuxième accusé. Chers collègues, je vous laisse la parole. Merci collègue. Alors, Sonia Delzongle, vous êtes née le 28 août 1967 à Troyes. Vous avez vécu entre la Serbie et Dijon pendant vos études. Et après de nombreux voyages, vous voilà installé à Lyon. Cette envie de voir le monde ne serait pas un signe d'instabilité psychologique? Avez-vous profité de ces voyages pour vous faire des contacts dans les milieux obscurs ou organisés? Nous essaierons de répondre plus tard à ces questions. Vous êtes effectivement accusé d'avoir commis des œuvres littéraires dont le succès auprès du public n'est plus à démontrer. Multi-récidiviste, chacun dans l'année 2024, vous êtes de nouveau passé à l'acte en donnant naissance à un nouveau roman policier qui révèle votre addiction à l'écriture et qui reflète votre besoin viscéral de rendre complices ainsi des milliers de lecteurs. C'est l'accusation, c'est de dire que vous avez écrit un bon bouquin qui est addictif. Oui, je vais être coupable. Eh bien, on peut dire que ce n'est pas courant d'avoir une interview sous forme de garde à vue. On va tout de suite voir ce qu'en a pensé le public, les usagers comme les policiers. Garde à vue et barbecue. Est-ce qu'on peut prendre votre réaction à chaud sur ce que vous avez pensé de l'événement? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est la première fois que je fais ce genre de manifestation, enfin que j'assiste. C'est très intéressant, je lis beaucoup. Et je suis très éclectique. Depuis quelques années, je suis plutôt polar, donc là, ça tombe bien. Mais c'est toujours intéressant d'avoir le chemin psychologique des auteurs, parce que finalement, ils sont tous très, très différents. Et même si on pense tous savoir écrire, c'est loin d'être le cas. Alors là, j'ai acheté un livre de chacun des auteurs. Je vais les découvrir. En fait, je ne les connais pas du tout. Mais l'expérience m'a beaucoup plu. Et si elle est rééditée, ce sera avec plaisir que je reviendrai. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé le fait de mettre un peu cette ambiance, de se retrouver au commissariat, ça crée une atmosphère. Et puis, je trouvais ça vraiment original comme idée. Tourne autour de la garde à vue et puis en même temps ça permet d'échanger, l'auteur en tout cas de partager leur expérience, leur manière de voir l'écriture. Et voilà, je trouvais ça vraiment super intéressant et ça m'a donné encore envie de lire justement des livres, plus particulièrement des deux auteurs parce que c'est un style que je préfère et voilà, donc non, très chouette. Vous les connaissiez d'avant ces auteurs? Vous les avez déjà lus? Non, mais en fait, quand je me suis inscrite, j'ai lu vite un livre de chacun pour voir quel style c'était, en fait. Et voilà. Et puis, j'ai été voir un peu leur profil sur Wikipédia, compagnie.
voir qui ils étaient, quoi. On voulait avoir quelques réactions à chaud sur vous en tant que policière, ce que vous aviez pensé de cette intervention dans vos locaux et puis d'avoir rencontré ces auteurs. Alors, je ne sais plus si on peut dire tout à fait de polar et de thriller, c'est un peu plus complexe que ça, mais qu'est-ce que ça vous a... Moi j'ai trouvé ça génial, parce que c'est vrai que nous au commissariat, on n'a pas forcément un esprit d'ouverture, et de pouvoir faire venir du public extérieur, et de pouvoir échanger avec des auteurs, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. En plus on est dans notre thème puisque c'est des auteurs de polar, de thriller, et de pouvoir échanger, de pouvoir les écouter, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Et ce que je disais, c'est que moi je suis policier depuis 24 ans, et pour me détendre, je ne lis que des policiers. C'est exactement notre question. Est-ce que ça vous rappelle le boulot? Est-ce que ça vous permet de déconnecter un petit peu? Oui, parce qu'en fait, moi, la lecture, c'est un moment de détente pour moi. Et comme disait Laurent Guillaume, c'est vrai que c'est pas la réalité qu'on cherche dans un bouquin, la réalité de ce qu'on vit, des procès-verbaux, de la procédure. Ce qu'on veut, c'est une histoire avec une intrigue, du suspense, un beau dénouement. Et voilà, moi, c'est ce que je recherche dans les livres. J'ai pas besoin que dans mon roman, ce soit à tout prix, on va dire, pertinent en termes juridiques. J'ai écrit un roman qui se passe dans la région et dedans, il y a 2-3 conneries procédurales. Donc non, on n'écrit pas et que dedans, il y ait des erreurs factuelles, je m'en fous si l'histoire est bonne. Est-ce que vous trouvez que c'est valorisant pour votre métier, ce genre de style littéraire? Complètement. Alors en fait, entre les bouquins, les polars et toutes les émissions à la télé qui sont toujours sur des policiers, je me dis oui, les gens sont intéressés par notre métier, par notre profession, et je me dis de recevoir du public, toutes les lectrices étaient contentes de venir nous voir, et je me dis c'est une bonne image qu'on donne de la police nationale. C'est super, merci pour votre témoignage. Merci. Garde à vue et barbecue. La foule s'étant dissipée, nous allons essayer d'obtenir un petit temps privilégié avec les deux auteurs pour en savoir un peu plus sur leur univers. Et du coup, là, on se retrouve pour un deuxième temps avec les auteurs, donc Sonia Delzongle et Laurent Guillaume. Et on est à la librairie des Affamés à Annemasse. Et on a plein de questions à leur poser, donc on est trop contents d'avoir ce petit temps avec eux. Alors, avec Charlotte, on a lu plusieurs ouvrages de ces deux auteurs. Et moi, il y en a une, donc c'est par rapport à Sonia, par rapport à Thanatea. J'avais une question, je pense, sur laquelle Laurent va pouvoir rebondir. Tu parles de la dégradation du service public dans la police, et même de manière générale. Et je me demande, est-ce que ça influence le genre du polar aujourd'hui, justement, ce manque de moyens? Alors, bonjour. Il y a beaucoup de choses qui influencent le monde du polar, puisque on peut aborder énormément de thématiques sociales, environnementales, politiques, peut-être un peu moins dans le thriller, puisque le polar est un terme générique et dans lequel il y a roman noir, policier et thriller. Donc, personnellement, j'ai abordé des thèmes qui me sont chers, où j'ai eu envie de vivre aussi, parce que je ne connaissais pas tellement, et donc la documentation aussi me permet de découvrir et de m'enrichir aussi par rapport à ça. Et ensuite, l'imaginaire, bien sûr, fait le reste. Mais le manque de moyens, c'est un petit peu vague, effectivement, cette question, pas votre question, mais je veux dire la question en général, parce que tellement de domaines sont touchés par le manque de moyens. Donc là il se trouve que j'ai parlé du milieu policier avec ces 3 héroïnes à l'honneur, Esther, Leïla et Hélène, donc qui se trouvent confrontées, outre en plus leur statut de femme, dans un milieu qui évolue bien sûr, mais qui reste un petit peu macho par certains côtés. Donc elles se heurtent effectivement à des difficultés, outre leur vie personnelle à elles, mais à ce moment-là, il y a les piliers de notre société, justement comme la police, la sécurité, la justice, les hôpitaux, enfin effectivement tout ce qui est un peu public, se retrouve en grande détresse, je dirais, et pas loin du naufrage. Donc c'est aussi un besoin, c'est aussi une sorte de... je me fais un devoir, enfin dire qu'on est des porte-paroles, c'est peut-être un peu prétentieux, mais oui, on peut éveiller un petit peu. On est des, ouais.
des sentinelles, des lanceurs d'alerte peut-être. Concernant le manque de moyens, moi j'ai été policier pendant une vingtaine d'années. J'ai travaillé pour des organismes internationaux, donc j'ai été confronté à cette problématique. Et j'ai envie de dire que c'est, d'une certaine façon, c'est l'essentiel du travail de manager dans la fonction publique, c'est-à-dire gérer la pénurie. Alors ça a un certain nombre de désavantages. C'est qu'en fait on n'a pas de perspective, c'est compliqué de lancer des projets, mais d'un autre côté ça oblige à être créatif. Et j'ai envie de dire que parfois le manque de moyens, ça permet de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en nous, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la situation. Et voilà. Alors au bout d'un moment, effectivement, si à force de contraintes et de manque de moyens, on n'arrive plus à faire son travail, c'est quelque chose qui devient usant à terme, mais ça peut avoir des vertus on va dire de créativité, d'intelligence. Effectivement, on aurait préféré crouler sur les matériels les deux dernières générations, ne jamais être en demande de quoi que ce soit, avoir des beaux véhicules, des beaux ordinateurs. C'était pas le cas, mais on se démerdait avec. Et d'une certaine façon, ça a fait de nous un peu aussi ce qu'on était, c'est-à-dire des mecs qui s'adaptaient facilement à la situation. Alors effectivement, Laurent, je suis d'accord avec toi pour ton domaine qui est la police, la sécurité. En revanche, pour les hôpitaux, effectivement, dire bon, on manque de moyens, mais ça nous permet d'être plus créatifs. Là, il est question de vies humaines, même si pour vous aussi, dans votre domaine, il est question de vies humaines. Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, je dis pas que c'est bien, je dis juste j'ai compris, que ça permet de tirer le meilleur d'entre nous, de notre profession, en fait, mais ça veut pas dire que pour autant que ce soit bien, je suis d'accord avec toi. Ça peut avoir des conséquences quand, par exemple, t'as une IRM et que c'est impossible d'avoir un rendez-vous et que t'attends des mois et que, en fait, pendant ce temps, une maladie progresse. Oui, c'est un vrai problème. Donc, mais c'est vrai qu'il y a, c'est une problématique qu'on trouve en permanence. Quand tu regardes, il y a un vieux film de Tavernier qui s'appelle L627, et L627, ça parle déjà de ça. Et déjà, les flics à l'époque se plaignaient d'eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. C'est simplement, j'ai l'impression, pour les nouvelles générations de policiers, c'est devenu insupportable parce qu'ils sont nés dans la technologie. Ils sont nés dans une forme de confort et que du coup ils aspirent à la retrouver dans le cadre de leur travail, d'autant que dans les entreprises privées, on va effectivement retrouver ça plus volontiers, plus de moyens dans le privé que dans le public. Donc ça incite les gens à ne pas aller dans le public, ce qui est un vrai problème, parce qu'on a déjà un problème de recrutement. Et il y a aussi le problème des sous-effectifs, justement. On a parlé un petit peu avec les policières tout à l'heure, et c'était un peu ça le problème numéro 1. C'est qu'il n'y a pas assez d'effectifs. C'est ça qui les met plus dans l'embarras que la technologie, finalement. Oui, apparemment, puisque la commissaire, tout à l'heure, qui a assisté aussi à notre intervention, à notre garde à vue, pardon, a évoqué, mais elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai une question un petit peu plus pour Sonia, parce que tout à l'heure, justement, tu parlais de l'association des louves du polar, auquel tu es membre de l'association, et je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu plus des missions, parce que j'ai une autre question dessus après. Alors effectivement, j'ai été là lors de la création. J'étais un peu dans le noyau dur, et je me suis retirée à pas de louve, solitaire mais solidaire encore, bien sûr, parce que la condition aussi, c'était de ne pas entrer en opposition par rapport aux écrivains, aux auteurs hommes, par exemple, qui, eux, au départ, ont créé la Ligue de l'imaginaire aussi, qui était pour donner un peu plus de visibilité à certains auteurs hommes. Et puis, la Ligue de l'imaginaire est devenue assez rapidement, on va dire, un collectif de copains, surtout. Et puis, c'est vrai qu'il y a le prix aussi de la Ligue de l'imaginaire. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, parce que je vous dis, je me suis retirée là du collectif, il n'y a pas encore de prix des louves du polar, mais il y a peut-être eu un prix des nouvelles. Elles ont organisé un concours de nouvelles. Mais là, justement, ça a permis de donner une excellente visibilité en librairie, parce que des opérations avec Cultura, par exemple, et puis des librairies indépendantes aussi, c'est important, parce que nous soutenons les librairies indépendantes. Donc, les louves font leur bonhomme de chemin, y compris chez les libraires, parmi les médias aussi, et ça a permis aux louves
aux auteurs de polar, ES de polar, d'avoir une meilleure visibilité pour celles, en tout cas, qui n'étaient pas encore tout à fait identifiées dans le polar. Personnellement, j'ai eu la chance d'être identifiée assez rapidement et médiatiquement et de conquérir un lectorat. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour les femmes dans le polar. Et justement, je me demandais comment les bibliothèques publiques elles peuvent s'emparer de ce sujet-là. Parce que la rencontre d'aujourd'hui elle est organisée par une bibliothèque et moi j'ai prévu d'être assistante bibliothécaire. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais du coup comment est-ce qu'on peut y contribuer ? Est-ce que c'est en faisant des actions comme aujourd'hui par exemple où on met en valeur les auteurs de polar ? Oui, alors on met en valeur les auteurs de polar. Moi j'ai toujours dit ça devrait pas être un sujet même. Auteur homme, auteur femme, c'est le talent qui compte avant tout. C'est de savoir écrire, raconter une histoire qui séduise, mais il se trouve qu'il y a un débat, malheureusement, c'est comme ça. Donc au niveau des médiathèques et des bibliothèques, il y en a qui ont organisé effectivement sur la thématique. Alors au lieu de balancer peut-être simplement la thématique homme-femme ou femme dans le polar, peut-être y aller un peu plus subtilement, j'en sais rien. Je suis pas bibliothécaire ou médiathécaire, mais il y a effectivement un travail, je pense, très intéressant à faire et pour donner cette visibilité aux femmes, auteurs de polar, bien sûr. J'ai envie de dire une chose. Alors moi, je suis très indépendant et je ne soutiens jamais rien, mais il faut reconnaître une chose, c'est que pour les auteurs, autrices, je sais jamais comment il faut dire, de polar, il y a une espèce de double invisibilisation, ce qui est la première étant déjà liée au sujet, c'est-à-dire que le sujet du polar, déjà, il est ghettoisé dans le monde dans le monde de l'édition déjà, parce qu'en fait c'est déjà de moins en moins quand même. Ouais, de moins en moins, parce qu'en fait les auteurs de polar vendent des livres quoi, et parfois plus que les auteurs de littérature blanche. Et après au sein donc des auteurs de polar, effectivement il y a le fait en plus d'être une femme qui rajoute une couche. Donc moi j'ai envie de dire oui effectivement les louves du polar c'est une forme de mal nécessaire, c'est-à-dire que c'est utile, mais vivement qu'on n'en ait plus besoin quoi. Alors cette volonté de mettre en lumière des femmes, on le retrouve un peu dans vos livres. Alors par exemple, je pensais aux Dames de guerre avec toi, Laurent, qui parle de ces reporters à l'autre bout du monde, dans le contexte particulier des années 50. Et Sonia avec Tanatea, on suit des femmes, flics, fortes, mais en même temps victimes. Et j'avais un peu envie de poser cette question, c'est quelle place aujourd'hui on donne aux femmes, dans l'aspect des personnages du coup, dans le polar. Et peut-être Sonia, toi particulièrement, pourquoi cette envie de traiter ces femmes fortes, mais femmes victimes ? Alors dans Tanatea, effectivement, il y a ces 3 personnages féminins qui sont victimes aussi dans leur vie privée, pas seulement professionnelle. L'une d'elles, Esther, va démissionner parce que, oui, elle a été victime sur une intervention. Elle s'est pris une balle, donc sans son gilet pare-balles, elle aurait pu y passer. Après, il y a aussi ce qui est collatéral, donc la vie personnelle, intime, victime de violences conjugales, pour l'une d'entre elles. C'est pas que j'ai voulu que les femmes fortes justement soient victimes. Il y a autour d'elles une guirlande, on va dire, un peu qui les entoure comme ça, d'hommes aussi, de personnages masculins. Alors on m'a déjà dit, dis donc, tu leur fais pas de cadeaux à ces personnages masculins. Oui, mais ça, ce sont les apparences, parce que quand on passe derrière le miroir, et derrière ces apparences, on trouve des personnages masculins ébréchés, sensibles, humains et victimes eux aussi. Parce que je pense que nous sommes un peu tous, finalement, à un moment donné de notre vie, victimes de quelque chose. Soit d'une injustice, soit d'une agression, soit d'une rupture aussi. De toutes sortes de choses, on peut être victime. Après, je fais la différence entre effectivement ça et la victimisation, qui m'est beaucoup plus pénible, effectivement. Donc je ne veux surtout pas victimiser mes personnages, mais je veux simplement les rendre vivants. Et toi, Laurent, on a senti un peu avec l'échange de ce matin, tu as envie de traiter un peu cette femme forte. Tu parlais un peu de visibilité historique aussi, parce que toi, tu t'ancres beaucoup dans le contexte historique et géopolitique. Tu veux nous en dire un mot ? Oui, alors en fait, mon roman était né il y a cela des années, j'avais écouté des podcasts et j'avais commencé à me
renseigné sur une femme qui s'appelle Lee Miller, qui était reporter de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a participé à l'ouverture des camps de concentration, qui a été traumatisée. Et ce personnage, en fait, Lee Miller, c'est un personnage complètement incroyable. Elle était mannequin, c'était une femme très belle, c'était la muse des surréalistes, la muse de Breton. Elle est passée à la photographie, c'est devenu une très grande photographe de mode, et au bout d'un moment, elle s'est interrogée sur le sens de sa vie. Elle a voulu devenir photographe de guerre, donc elle s'est engagée avec des troupes de GIs, et on voit encore à l'heure actuelle des femmes reporters de guerre. Il y en a eu d'autres, des célèbres, en particulier donc naturellement Gerda Taro, qui était la petite copine de Robert Capa, et que tout le monde a oublié, et dont certaines mauvaises langues prétendent même que quand elle est décédée, parce qu'elle est morte écrasée par un char pendant la guerre d'Espagne, que en fait Robert Capa lui aurait piqué des clichés qu'il aurait pris à son nom. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est possible. Et en fait, ces femmes-là, on en connaît très peu, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait, et leur sort était d'autant plus admirable qu'elles étaient exposées à une double menace. Une première menace en tant que prenant des photographies avec une troupe, c'est-à-dire que les balles des ennemis ne faisaient pas de distinguo entre les photographes et les soldats, et en plus au sein de ces troupes, en fait, elles-mêmes pouvaient être exposées à des prédateurs, pouvaient être violées, frappées, bref, elles étaient exposées à un double risque, et j'ai toujours trouvé ça admirable de courage que de se lancer là-dedans. On en voit encore des femmes comme ça qui couvrent des grands conflits. J'ai énormément de respect et d'admiration pour ces femmes qui se retrouvent dans un milieu dont on dit qu'il est un milieu masculin, c'est celui de la guerre, et qu'il l'est d'ailleurs de moins en moins, parce qu'en fait, il y a de plus en plus, par exemple en Ukraine, de femmes qui se battent pour leur liberté. Et voilà, j'avais envie d'une certaine façon, en plus sans compter que le milieu des journalistes est d'ailleurs battu en brèche par tous les fachos, tous les gens en fait que ça emmerde, que des gens tentent de faire apparaître la vérité. La première chose qu'on essaye d'abattre une démocratie, c'est les journalistes. Donc je dis pas qu'ils fassent tous bien leur travail, mais la plupart en fait sont utiles. Il n'y a pas de démocratie sans journalistes. Alors une femme journaliste dans la guerre, pour moi, c'est une sorte d'icône de la démocratie. Oui, et puis quand je travaille mes personnages féminins, j'ai toujours une pensée pour toutes ces femmes qui se sont sacrifiées pour que d'autres femmes, après elles, puissent être libres, puissent avoir un statut. Et effectivement, dans les guerres, les hommes font les guerres, mais les femmes fabriquaient les armes, d'ailleurs, dans les usines, aussi bien lors de la Première Guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient, on va dire, dans l'ombre, mais combien sont mortes pour la résistance. Je veux dire, la femme porte beaucoup sur ses épaules tout au long aussi de l'histoire. Et puis, les auteurs ou autrices qui ont pris les devants, on peut dire, cette liberté. Par exemple, une George Sand, qui, elle... pour pouvoir justement écrire et vivre libre, on va dire, a pris ce nom masculin, et effectivement d'autres femmes qui, une Virginia Woolf par exemple, des femmes auteurs qui ont eu cette vie, je dirais rêvée, mais il faut recontextualiser bien sûr, parce que ce qu'elles ont vécu elles à l'époque, aujourd'hui, on va dire, ça passerait presque inaperçu, alors qu'elles ont ouvert vraiment la voie. VOIE et VOIX aussi, elles étaient les voix, elles étaient nos voix. Je me permets de rebondir en parlant d'ouvrir la voie, parce que dans vos livres, vous touchez à des sujets très sensibles, voire tabous. Donc on a parlé de la guerre, des dérives, mais on parle aussi du racisme, du harcèlement, de la nécrophilie, des violences conjugales, des attouchements, de l'inceste, du pervers narcissique un petit peu, et du suicide assisté. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'ouvrir le débat, de les glisser dans vos livres? Alors, là encore, je parle de personnages vivants, on va dire, que je veux faire vivre. Donc, forcément, ils sont confrontés
à tout ce à quoi finalement un être humain peut être confronté dans un environnement évidemment hostile, extrême, de noirceur. Il y a l'amour aussi, bien sûr, il y a la passion. Il ne faut pas les oublier. Il y a des très jolis thèmes qui sont abordés aussi. Voilà. On a choisi de pas les retenir. Oui, non, mais il ne faut pas les... On vous dit ça, on rebondira pas sur autre chose. Mais on vous laisse développer. Mais non, mais la passion est là. La passion est quelque chose de romanesque. La passion peut tuer aussi. La passion peut être source de souffrance. Il y a des choses qui me viennent également spontanément. Je me dis au départ, il y aura une thématique. Mais après, ce qui habite les personnages et ce que les personnages vont faire, après ils me le soufflent eux-mêmes aussi. Après c'est vrai que au départ je fais une bible quand même des personnages, une sorte de fiche aussi technique comme ça de chaque personnage, déjà physique, déjà avec un background que le lecteur ne connaîtra pas forcément. Mais nous, on le sait, en fait, en tant qu'auteur. Ce que ce personnage a vécu, ce que ce personnage... on va pas tout mettre dans le livre. Mais pour nous, c'est important, parce que c'est tout ce qui incarne, en fait, ce personnage. Ce que tu dis, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'ai lu le livre de Laurent, sur ses personnages à lui. Je me dis, mais en fait, il y a plein de choses que tu choisis de ne pas nous révéler. Et on sent qu'il y a des choses qui les ont forgées. On sent que tu l'as construit, mais... tu nous lâcheras pas non, en fait, parce qu'en fait, c'est un peu comme dans la vie. Il y a ce qu'on vit, ce qu'on donne à voir. Il y a ce que mes personnages me donnent à voir à moi, d'une certaine façon. Et j'ai envie de dire que c'est important qu'on le sache, et c'est pas important forcément que ça apparaisse. Je mets des petites touches. Maintenant, pour en revenir à l'origine de ta question sur les sujets qu'on lance, est-ce qu'on a envie d'ouvrir le débat? Moi, j'écris pas de livres militants, c'est-à-dire que jamais, à aucun moment, j'ai envie d'être démonstratif ou didactique ou de dire à quelqu'un, voilà ce que tu dois penser. Tu vois, ça c'est bien, ça c'est pas bien. De toute façon, c'est pas un livre qui va faire changer la plupart du temps un point de vue. C'est-à-dire, si t'es con et raciste, c'est pas le fait d'avoir lu un livre antiraciste que ça va te faire devenir plus intelligent. J'y crois pas une seconde. En revanche, je donne à voir. C'est ça pour moi qui est important. Ce que je donne à voir là, c'est le sort d'une jeune femme qui dans les années 50 se bat pour exercer le métier qu'elle a envie d'exercer et pour sortir des rails qu'on lui a posés devant elle. Elle, en fait, son boulot, c'est de détruire les rails, le ballast et de choisir une autre route. Et moi, j'aime bien ça. Les gens qui sont iconoclastes, qui font pas ce qu'on a envie, ce qu'on leur a dit de faire, qui ne saisissent pas les perches. C'est ça. Et quand tu es une femme, à l'époque, c'était encore plus compliqué que quand tu es un homme. Bon, là, en l'espèce, elle a la chance d'avoir un mari qui l'aime beaucoup et puis elle ne lui laisse pas vraiment le choix. Et donc, on va dire, le rêve familial ne l'intéresse pas. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, j'avais une espèce de vie toute tracée. Et j'ai décidé d'en sortir, sachant que pour moi ça a été 10 fois moins compliqué que ça a dû l'être pour Elizabeth Cole, quoi. Donc voilà, ce qui est intéressant en gros, c'est, je crois qu'il faut pas être démonstratif, il faut donner à voir. Et si on n'est pas moralisateur, si on n'est pas dans une si on n'est pas démonstratif, on donne juste à voir et on laisse les gens se forger leur opinion. Alors parfois on influence un peu. C'est évident. C'est-à-dire, si tu lis un texte, tu sais assez rapidement ce que pense l'auteur, mais si t'es pas dans un truc où il faut respecter le lecteur, je crois que c'est ça surtout la base, et il faut pas être militant. Moi, je déteste les romans militants où lui c'est un patron, c'est le mal, lui c'est un ouvrier, il est forcément gentil. Moi, j'aime bien avoir un ouvrier qui est méchant et vicelard. Et un bon patron de temps en temps, tu vois ce que je veux dire, on peut pas. Et c'est les clichetons, c'est insupportable, quoi. Et dans le roman noir, il y en a pas mal. De temps en temps. Mais même dans le roman noir, souvent les grands auteurs comme David Goudis, ils pètent les codes. Donc oui, mais on retrouve, je veux dire, un peu plus dans le roman noir ces espèces de clichés. Comme ça. Le néopolar de l'époque de Manchette, de Fajardi, tout ça. Effectivement, il était dans cette logique. Mais même Manchette, il a des moments
où tu vois, c'est pas évident. Donc moi j'aime bien que mes personnages ils sont pas le véhicule de ce que je pense, ils donnent à voir des choses et après t'en fais ce que t'en veux, quoi. Oui, je dirais en plus donner à sentir aussi, parce que une histoire, un livre, un roman, c'est également les émotions. C'est pas seulement faire réfléchir à une thématique. Et je sais que ce que c'est le propre de la France, je sais pas, mais on a envie de nous mettre dans des cases et on a envie de nous coller des étiquettes très vite. Alors que, par exemple, dans Boréal, j'ai juste voulu parler de cette nature extrême et inscrire une histoire, parce qu'avant tout, on raconte une histoire. Voilà, c'est raconter une histoire avec toutes les émotions, et tout de suite, j'ai été invitée sur des événements, sur des salons écolos, environnementaux, etc. Parce qu'on s'est dit, ça y est, j'ai cité le nom de Sea Shepherd dans Boréal et ça y est, quoi. Effectivement, il se trouve que je soutiens Sea Shepherd, d'accord, hein, mais je ne suis pas militante. Je ne suis engagée dans aucune asso. Je ne suis absolument pas. Mais en fait, ce que tu dis là, en fait, c'est aussi de la faute de certains de nos confrères, en fait, hein, qui gèrent leur carrière comme ça. C'est-à-dire que toi, tu as écrit un roman sans en épuiser la veine. As écrit. En fait, tu as toujours été une écriture libre où tu vas écrire, parler de ce dont tu veux. Mais sur certains, ils ont des plans de carrière et on va investir dans l'Antarctique, le machin, le truc. Et voilà. Mais c'est un fait. Hein. Et donc, du coup, eux, je pense, d'une certaine façon, eux voient ça comme un investissement professionnel, alors que toi, tu vois ça comme une aventure artistique. C'est ce qui fait la différence. Et c'est la raison pour laquelle probablement tu as été invité aussi dans ces salons. Du coup, ça vous donne envie de prendre des pincettes ou au contraire de ne pas vous réfréner? De prendre des pincettes dans notre écriture? Vous savez, oui, justement, en traitant certains sujets, je dis, bon, bah voilà, on va peut-être essayer de me recruter comme étant un étendard ou me mettre dans une case. Ou au contraire, vous dites, bah, alors, bon, bah, c'est un écueil, hein, c'est effectivement le danger, bien sûr, mais il faut être blindé. Et le blindage, on l'acquiert avec l'expérience, avec le travail, et puis avec toujours chevillé au corps, en tout cas pour moi, et je pense Laurent aussi, hein, la liberté, la volonté d'être libre. Bon, déjà, on a vu qu'on avait tous les deux du mal avec l'autorité. On a vu ce matin. On a vu ce matin. Et l'autorité n'est pas seulement la forme à laquelle on pense tout de suite. Hein. Une forme d'autorité hiérarchique. Non, il y a d'autres formes d'autorité qui sont beaucoup plus pernicieuses, beaucoup plus sournoises. Et donc, non, moi je tiens... j'ai une vive blessure d'injustice aussi. Et je tiens à la liberté. Et donc... je ne vais pas me laisser effectivement atteindre dans cette liberté en prenant des pincettes. Si on prend des pincettes, on n'est plus écrivain, on n'est plus romancier. Je ne sais pas, à ce moment on travaille, je sais pas moi, dans une confiserie éventuellement, prendre des pincettes ou pour aller chercher les chamallows, tout ça, la guimauve, voilà, mais non. Prendre des pincettes, ouais, ça veut dire en gros tu t'interdis des choses. Il s'avère que moi, il m'arrive de m'interdire des choses. Par exemple, les scènes de sexe. Je ne les interdis pas, mais en fait, parfois les éditeurs, alors là, ça n'a pas été le cas chez Robert Laffont, ils m'ont pas emmerdé avec ça, mais ils aiment bien que, voilà, il y en ait. Et en fait, moi, je sais que je sais pas les écrire si elles ne racontent rien. C'est-à-dire que c'est tout de suite convenu, c'est mal écrit, c'est pathétique. Et après, je le corrige 10 fois et à chaque fois, je trouve que c'est plus merdique. Donc, c'est pas que je m'interdise de les écrire. J'en ai écrit 2 qui sont très crus dans un roman qui s'appelle Black Cocaine. Mais en fait, parce qu'elle raconte quelque chose. En fait, moi, je m'interdis des choses qui servent à rien. C'est-à-dire, je m'interdis la violence. J'ai écrit un roman qui se passe en Sierra Leone et qui raconte le sort des enfants soldats. L'histoire, la réalité est épouvantable. Je colle vraiment à la réalité, mais jamais à aucun moment je ne décris ou je rentre dans le détail de la violence parce que je trouve que déjà, ça ne raconte rien, ça ne sert à rien. Je déteste cette forme de sensationnalisme où ça gicle dans tous les sens, où les mecs se mettent les doigts dans l'artère parce que ça sort. Enfin bref, tout ce que je déteste. Et paradoxalement d'ailleurs même, c'est
c'est que j'avais écrit donc dans Black Cocaine une scène où effectivement on est à la limite, c'est pas du viol, mais c'est une scène de sexe très très brutale, très consentie mais brutale. Et en fait, je l'ai raconté pour montrer la solitude du personnage. En fait, le personnage, il est avec des prostituées, enfin bref. Et en fait, il est avec des filles, mais il est seul. Et la scène, elle est pathétique. C'est-à-dire qu'elle est grotesque. Et en fait, j'ai eu des messages. Ça prouve que d'une certaine façon, on n'est pas toujours compris et que chacun y trouve ce qu'il veut. J'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça super excitant, alors que j'avais tout fait pour l'écrire. Et qu'il ne se soit grotesque et ridicule. Donc chacun trouve ce qu'il veut dans le truc. Moi, ce que je m'interdis, c'est la violence gratuite et le sexe s'il n'a pas de sens dans le roman. Je déteste ça, les trucs à la SAS où il doit y avoir telle page, une scène de cul, machin, ça, je vois pas ce que ça apporte à l'histoire. Si il n'y a pas de raison d'avoir une scène de cul, il y en a une dans mon roman et en fait, elle est ellipsée. Parce qu'en fait, quand je l'ai écrite, elle était mauvaise. Et en fait, elle apportait rien. Je l'ai enlevée et le roman était meilleur. Mais c'est pas pour autant que tu prends des pincettes. Non, je prends pas de pincettes. Non, je suis d'accord avec ça. Oui, la question. Alors, je prends des pincettes avec la violence, ouais, en revanche. J'évite d'être démonstratif et j'ai pas envie d'imposer ça et j'ai pas envie. J'avais interprété la question un peu différemment, c'est-à-dire prendre des pincettes au détriment de notre liberté. Alors que toi, tu es en plein, je sais pas. Parce que je pense, mais en fait, c'est parce que t'as pas envie, Laurent, en fait, je pense, tout simplement. Toi, t'es en plein dans la liberté, en fait. C'est pas parce que justement tu ne sens pas. Te sens pas d'écrire une scène de sexe, c'est pas des pincettes, tu es dans la liberté. Et puis t'es dans le refus de ce qu'on attend, en fait, finalement. Alors tu vois, merci, parce que là tu m'as fait découvrir un truc, effectivement. Tu vois, ça sera 100 € la séance. Mais oui, mais carrément. Ouais. Et je dis, bon, quand effectivement tu dis que chacun va plaquer aussi, projeter ses propres choses, fantasmes personnels, etc. C'est évident que tu sors un roman, mais il y aura autant de ce roman-là. Par exemple, j'ai sorti Thanatea. Je sais qu'il y a autant de Thanatea que de lectrices et de lecteurs qui l'ont lu. L'œuvre se construit avec le regard de celui qui lit. Complètement. Et je dirais même encore plus. Il va terminer le livre en allant au-delà. C'est complètement vrai parce que du coup, on l'a lu en même temps et on n'a pas retenu, on n'a pas vu la même chose sur certains points. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Tout à fait. Et puis le cinéma, c'est pareil. Ouais, ça, c'est vrai. Même si, bon, l'image est quand même effectivement impose plus quand même que l'écrit. On avait encore deux petites questions plus personnelles. Est-ce que vous avez des petits rituels pour écrire, des petites choses, je sais pas, pour vous mettre en condition nettoyer le bureau, boire un café. On aime bien savoir. Oui, l'acte d'écrire. Oui, il y a des petits rituels qui vont pas forcément accompagner, mais précéder. Et puis, de toute façon, les animaux sont extrêmement ritualisés, les animaux domestiques. Sauvages, je connais moins, mais domestiques en tout cas. Et mes chiens m'aident effectivement à ponctuer, il faut que je les sorte, et puis ils ont leur rituel, il faut que je les caresse à tel moment, voilà, enfin il y a ça qui va être un petit peu autour, le café, le chocolat, très important. Très bon pour la Là, concentration. apparemment, il y a une pénurie qui se profile et ça va pas du tout. Enfin, ils veulent peut-être nous faire peur, j'en sais rien, ou comme la moutarde, encore nous faire croire des, je sais pas quoi. Mais voilà, oui, on a. Mais les rituels, c'est ce qui nous protège de la psychose. Ce sont toutes nos névroses en fait. Et il vaut mieux être névrosé que psychotique. Voilà. Non, je dois être psychotique alors. Parce que j'ai zéro rituel. T'as zéro rituel, non, je me méfie. Alors à ce moment-là, je me méfierais. En revanche, on va dire si je dois avoir un rituel, c'est un rituel technique dans ma façon d'écrire. C'est-à-dire que quand je termine la veille, si j'écris du jour au lendemain, quand je termine la veille l'écriture d'un truc, je ne relis jamais.
et je relis le lendemain avant de commencer à écrire. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, et je corrige. Ma première phase d'écriture, c'est de corriger ce que j'ai écrit la veille, ce qui me permet de m'échauffer, de me mettre en jambe, entre guillemets, pour la suite. Mais non, j'ai zéro rituel, j'ai pas d'heure pour écrire, j'écris le matin, l'après-midi, je m'en fous. J'ai plutôt tendance à écrire l'après-midi parce que le matin, j'aime bien faire du sport. J'ai pas de rituel. Mon seul rituel, c'est d'être au calme et qu'on vienne pas me casser les pieds. Donc la plupart des gens savent qu'en fait il faut éviter de venir gratter à ma porte quand je suis en acte d'écriture, parce que là je peux devenir soupe au lait. Donc non. Alors moi je suis très peu ritualisé en fait. Moi j'avais une petite question pour toi Laurent, parce que tu nous l'as dit un peu à demi-mot, mais tu as vu des choses très très dures dans ton métier de policier, et je me demandais qu'est-ce qui t'a fait garder ta part d'humanité, parce que on peut vite sombrer dans des dépressions ou des choses comme ça quand on voit des... Alors le fait d'avoir une dépression, c'est pas perdre sa part d'humanité, c'est qu'elle devient peut-être un peu trop présente. Ouais. Comment on garde sa lumière en fait? Oui, alors après, c'est pas, enfin, je veux dire, je suis pas dans un truc où il y a certains anciens policiers qui ont diverses activités cinématographiques ou autres et qui en font une espèce de fonds de commerce. Enfin, je veux dire, je savais à quoi m'attendre, donc on vit des choses difficiles parfois, pas toujours. Il y a des moments de lumière aussi, et dans la part des choses qui sont difficiles, en fait, moi en tout cas, c'était le cas pour moi. J'avais pas le sentiment qu'elle me touchait, et j'avais l'impression, et même ça m'inquiétait un peu. Je dormais très bien le soir après avoir ramassé des gens en pièces. Ça m'empêchait pas de dormir, ça m'empêchait pas de manger, ça m'empêchait pas de sortir avec les copains, voilà. Et en fait, le temps passant, je me suis rendu compte que certaines expériences un peu compliquées que j'avais pu vivre, elles m'avaient affecté. Et moi, ma sauvegarde, ça a été l'acte d'écriture, qui m'a permis un peu, en les racontant, de les exorciser, sans pour autant, je veux dire, je connais des flics qui ont vécu bien pire, ceux qui sont rentrés dans le Bataclan, par exemple, juste après le massacre, eux, ils ont vécu quelque chose d'absolument épouvantable, et je suis pas sûr qu'ils s'en remettent à jamais. Mais voilà, donc pour moi, si tu veux, j'ai pas eu le sentiment de commettre un acte de bravoure en conservant mon étincelle de lumière. Je l'ai toujours, et ce qui me mettait à l'abri, moi, c'était toujours de faire la part des choses, c'est-à-dire que ce qui était au boulot se passait au boulot, et j'évitais d'emmener mes poubelles avec moi à la maison. C'était hyper important. Oui, je trouve que dans l'écriture, il y a une ambivalence, justement, parce que l'écriture permet de faire une sorte de distanciation de tout ce qu'on peut vivre aussi. Moi, j'ai pas du tout vécu la même chose que Laurent, mais j'ai vu des choses terribles aussi, pas dans mon métier, en dehors. Et en effet, même par rapport à tout ce qu'on entend, bien sûr, au monde dans lequel on vit, l'écriture, sans une psychothérapie, ça je veux pas du tout, c'est pas une thérapie. Pour moi, au contraire, l'écriture doit toucher à l'universel, et pas du tout être le centre de soi. Et donc, en même temps, elle permet ce recul, et en même temps, je trouve que autant elle nous reconnecte à certaines choses de la vie, l'écriture, par une meilleure compréhension du monde, puisqu'on l'observe, puisqu'on le retranscrit aussi. Il faut assimiler des choses pour les retranscrire. Et en même temps, je parle encore une fois pour moi, pour ma paroisse, là, moi, quelque part, ça fait 10 ans quand même que je suis dans le métier. Et je ne sais pas si je dirais un jour ce qu'a dit Alexandre Jardin, qui lui a arrêté à un moment donné parce que ça l'avait complètement déconnecté en fait de la vie tout court. Et je m'aperçois, c'est très insidieux en fait, mais ça m'a coupé parce que j'ai vécu et j'ai bien vécu avant, et je m'aperçois que je suis tout à fait dans un autre rythme, dans autre chose, dans une autre vie même. Je vis beaucoup plus les choses par procuration, puisque je vis ce que vivent mes personnages aussi. Et comme ça travaille sans arrêt, sauf si je fais quelque chose de mes mains, donc à savoir soit des choses manuelles à la maison, soit la pratique d'un instrument que je chéris et que j'adore, le handpan. Donc là, je suis au moment présent.
même s'il me connecte à d'autres choses. Mais avec l'écriture, je suis dans le passé, dans le présent et dans le futur, mais en même temps tout sauf dans la vie. Dans l'ancrage. Je suis pas dans l'ancrage. Non, je suis pas dans l'ancrage et j'ai même, je dirais, pas perdu des amis, mais il y a des amis maintenant qui n'osent même plus m'appeler parce qu'ils ont peur de mal tomber. Ils ont peur de tomber quand je suis en pleine phase d'écriture. Il y a une sorte de, je dirais, oui, de respect en quelque sorte, et en même temps de décalage. J'ai une dernière question, si vous êtes OK. On se demandait, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre vous d'il y a 20 ans ? Est-ce que vous, avec votre regard d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à vous passer à votre vous du passé ? Un petit conseil à vous prodiguer dans Un le petit passé. conseil ou n'importe quoi Vas-y, fonce. OK. Tout le monde va te lire, vas-y. C'est une bonne idée. Merci d'avoir été ce que tu es qui m'a permis de devenir ce que je suis. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci infiniment. Merci à vous. Garde à vue et barbecue. Alors du coup, maintenant, on est avec Lilian Gouillet, qui est le directeur de la bibliothèque de Annemasse Pierregois. Et on a quelques questions à lui poser, notamment, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cette journée et les objectifs que vous aviez avec ce concept-là ? Alors, ça commence avec une commande politique. C'est-à-dire que c'est notre élue, Sophie Villary, qui vient à nous en nous demandant et en nous proposant d'organiser une rencontre littéraire chez un ou une particulier, une usagère ou une citoyenne de la ville. Et à partir de ce moment-là, on réfléchit et on se dit qu'il faut déjà trouver la personne. C'est pas évident, c'est assez original, il faut aller chez les gens. Donc on finit par trouver la personne qui correspond au projet, et en creusant un peu les goûts de cette personne, on se dit que des auteurs de polar, ça serait vraiment une bonne chose. Évidemment, donc on va lancer les invitations. Les deux premiers que l'on invite, c'est Laurent Guillaume et Sonia Delzongle, devant la proposition, puisque la proposition, je l'ai développée, c'était donc d'aller chez un usager, mais aussi d'aller au commissariat, parce qu'on ne peut pas aller dans le quartier Romani sans passer par le commissariat, puisqu'on avait des auteurs de polar, de policiers. Et donc, on arrive à leur proposer ce projet un petit peu fou, à la fois le midi d'aller au commissariat, puisqu'entre-temps, alors c'est un peu fouillis peut-être ce que je raconte, mais entre-temps, la commissaire avait accepté de bon cœur de nous accueillir. Et donc, on leur propose d'aller au commissariat et ensuite chez un particulier le soir. Et là, tous les deux acceptent tout de suite. Et comment vous en êtes arrivé au commissariat ? Parce que de base, c'était quand même d'aller chez l'habitant. Oui, on trouvait ça, entre guillemets, un petit peu dommage de réserver en fait cette soirée à, on va dire, un petit groupe, puisqu'on va chez un particulier. Donc on ne pouvait pas, on avait une jauge réduite, on ne pouvait pas aller au-delà de 20-30 personnes. On se disait, si on invite 1-2 auteurs, 30 personnes, 20 personnes chez un particulier, c'est super, mais on n'arrivera pas à faire profiter une partie de la population un petit peu plus élargie. Et puis on a toujours en tête, quand on travaille en bibliothèque, d'aller vers un maximum de public différents, de sortir de nos murs. Le commissariat, c'est tombé sous le sens, entre guillemets, en se disant on a des auteurs de polar sous la main, on est dans le quartier Romani, il y a le commissariat, on va tenter. Donc là, c'est les collègues qui prennent la suite et qui vont contacter en fait la commissaire de police en se disant qu'on a peu de chances que ça fonctionne, puisqu'on a l'image d'un lieu qui est fermé, d'un lieu qui est difficilement accessible. Et là, eh ben non, la commissaire tout de suite nous dit « Excellente idée, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, venez ». Et c'est comme ça que tout se met en place. Nous, on a beaucoup aimé et on se demandait par contre pourquoi avoir choisi ces deux auteurs-là en particulier. Pourquoi ces deux auteurs ? Comment on sélectionne les auteurs ? Eh bien déjà, c'est souvent des personnes qu'on connaît ou en tout cas qu'on suit, soit de par leur écrit, soit sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quand on travaille dans le milieu de la bibliothèque, de la culture, de la librairie, on est très curieux, donc on suit beaucoup les parutions, on cherche à s'informer. Et il se trouve que Laurent Guillaume, je le suivais sur les réseaux sociaux. Je trouvais qu'entre guillemets, il a une bonne tête. Il avait des sorties qui étaient plutôt intéressantes et ses livres eux-mêmes étaient intéressants. De par son parcours aussi, son parcours international, de lutte contre le grand banditisme, la drogue, un ancien policier. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui, dans notre tête et dans ma tête, faisaient que c'était une personne intéressante. Pour autant, je ne me voyais pas l'inviter seul. J'avais envie d'inviter un homme, en tout cas on avait envie d'inviter un homme, mais aussi une femme. Je trouvais ça
important. Les femmes sont de plus en plus présentes dans le polar. Elles écrivent très très bien, elles sont des grandes vendeuses maintenant, et j'avais envie qu'on ait aussi une femme auteure de polar qui soit présente. En cherchant un petit peu, en regardant un petit peu, il y avait Sonia Delzongle aussi, pour lequel j'avais de l'intérêt. Et je me suis dit, les deux, à mon avis, ça doit coller, de par leur thème, de par leur écriture. Et je me suis pas trompé parce qu'ils se connaissaient, ils avaient été chez le même éditeur, et c'est des amis. Donc ça a tout de suite matché. Et quand je les ai invités, j'ai dit à l'un et l'autre que l'autre allait probablement venir, ce qui a déclenché en fait leur venue. Il faut savoir quand même que tous les deux sont assez connus, sont des gros vendeurs, et ils se déplacent plus pour n'importe quelle proposition. Donc on a eu de la chance qu'ils acceptent tout de suite. Je rebondis sur les femmes auteurs. On a pas mal parlé de cette association mise en avant avec... Les Louves du Polar. Voilà, avec Sonia. Vous, en tant que bibliothèque, comment, avec l'équipe, vous, je pense vraiment à toute l'équipe, vous pensez mettre en avant ces femmes auteurs ou peut-être aussi dans cette dynamique aussi de polar? Alors, on invite un certain nombre d'auteurs qui sont des femmes. On va avoir Cécile Coulon à la rentrée, pour notre rentrée littéraire. Il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui sont des femmes, ça c'est la première chose. Il y a des événements qui s'y prêtent aussi. Ça va être Octobre Rose, ça va être la journée des droits des femmes. Mais en dehors de ces événements, je pense qu'on a à cœur effectivement de mettre en avant la littérature qui est écrite par des femmes. Mais attention, on ne mettra pas forcément en avant parce que ce sont des femmes qui écrivent. On va mettre en avant parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a une thématique. Voilà, sur des événements particuliers, comme la journée des droits des femmes, etc. Oui, bien sûr, là, ça se justifie. Maïté Robert, on aura Maïté Robert pour la semaine de l'écologie, la semaine des découvertes en novembre. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de la thématique, où la thématique va aussi imposer en fait la personne derrière, et il se trouve que très régulièrement ce sont des femmes. Je rajoute juste un élément, dans le monde de la littérature et du livre, ce sont principalement des femmes, on le répétera jamais assez. En librairie, j'ai travaillé pendant très longtemps en librairie, je travaillais principalement avec des femmes, et les lectrices, les clientes, les clients étaient des clientes. Et en bibliothèque aussi, une grande majorité des personnes qui fréquentent les bibliothèques sont des femmes. Justement, ce matin, on avait un public presque exclusivement féminin. Je crois qu'il y avait un monsieur, même au sein d'ailleurs de l'hôtel de police, en termes du personnel, c'est pas mal des femmes qui ont assisté à l'événement. Ça serait quoi l'objectif pour la bibliothèque, pour toucher davantage les hommes? Vous y pensez ou pas forcément? Non, on n'y pense pas forcément. On ne pense pas forcément en termes de genre, même si ça s'impose de plus en plus, la question de l'égalité homme-femme et de travailler sur toutes ces thématiques. Moi, je me suis longtemps posé la question de pourquoi les lecteurs étaient des lectrices en grande majorité. Et c'est une bonne question. J'ai jamais eu vraiment de réponse. Je pense que c'est un faisceau d'éléments. Est-ce que c'est parce que les femmes s'autorisent plus à avoir un jardin intérieur, en tout cas à avoir une vie intérieure et intellectuelle plus importante que les hommes, qui on va mettre sur des voies qui sont plus matérielles, la voiture, etc. C'est un peu stéréotypé, mais ça vient peut-être de là. En tout cas, j'ai pas de réponse. Alors pour attirer plus d'hommes, je ne sais pas, est-ce que c'est des thématiques qu'il faut aller chercher? Est-ce que, encore une fois, on ne raisonne pas vraiment en termes de genre à la bibliothèque. On va plutôt raisonner en termes de public éloigné. On va travailler avec, par exemple, des enfants qui sont des jeunes qui sont en décrochage scolaire, des enfants qui n'ont plus de famille, des personnes handicapées. Mais après, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est pas notre clé d'entrée au départ principale. Et on se demandait, pour vous, qu'est-ce qui fait que cet événement, aujourd'hui, il a été réussi? Alors, quels sont les critères d'un événement réussi? Ça, c'est une bonne question parce qu'on en parle souvent avec les collègues. Quand on met sur la table des moyens humains, des moyens financiers, évidemment, on travaille dans le service public. Donc, on n'a pas une question de rentabilité ou d'efficience, la même question de rentabilité et d'efficience que dans une entreprise. Pour autant, il nous faut forcément quand même des critères, des items pour dire c'est réussi ou c'est pas réussi parce qu'il y a des moyens derrière. Les critères, c'est déjà, est-ce qu'on a des retours positifs? C'est ce qu'on avait établi avec les collègues. Est-ce que la commissaire de police va venir nous voir en disant bravo, quand est-ce qu'on recommence, quand est-ce qu'on remet ça? Est-ce que les usagers, les personnes présentes vont avoir un grand sourire à la fin de la rencontre et dire c'était bien, merci? Voilà, déjà, est-ce qu'on a des retours positifs à chaud? On va avoir bien sûr la question des auteurs. Est-ce que les auteurs sont heureux d'être présents?
Et moi, il me semble que si on demande à Laurent Guillaume et Sonia Delzongle, ils vont dire merci parce que c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude d'aller dans un commissariat, on n'a pas l'habitude d'aller chez un particulier le soir faire un barbecue et voilà. Donc cette originalité-là, dans un métier où ils sont très sollicités, ils font beaucoup de dédicaces, beaucoup de rencontres, déjà c'est quelque chose d'intéressant. Puis quel public on touche? Moi, je suis assez fier d'aller au commissariat parce que c'est encore un lieu, encore une fois, auquel on ne pense pas forcément, qu'on pense fermé, on a des stéréotypes, d'aller à la rencontre de policiers. Les policiers bougent beaucoup dans la région. C'est difficile de s'établir dans cette région qui est très très chère en termes de loyer et de vie. Du coup, voilà, ça change énormément et donc il y a un certain nombre de policiers qui ne connaissent pas les structures publiques, les structures culturelles. Donc aller déjà à la rencontre de ces publics-là, c'est hyper intéressant pour nous. Je pense que... Ça répond tout à fait à nos questions. Merci beaucoup pour l'échange. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Garde à vue et barbecue. J'ai avec moi Sophie Villary et vous êtes à l'origine de la genèse de ce projet. Oui. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors je suis très contente de vous dire un petit mot à Radio Mani, qu'on aime beaucoup, qui nous suit sur tous nos événements culturels. Donc je suis Sophie Villary, je suis l'adjointe à la culture à la ville d'Annemasse. Il y a quelques années, avant même d'être adjointe, j'ai eu l'occasion d'accueillir une pièce de théâtre dans mon salon. C'était une troupe qui était en résidence à Châteaurouge et quelques particuliers avaient l'opportunité de pouvoir accueillir ces comédiens dans leur salon. Et ça m'a permis d'inviter des personnes qui étaient un petit peu éloignées peut-être de la culture, des voisins, des amis, qui ont passé une excellente soirée et qui peut-être ont décidé par la suite de se rapprocher de la culture vivante puisqu'ils étaient dans un milieu plutôt familier et que finalement la culture ça fait pas mal pour autant qu'on y aille et qu'on peut passer de très bons moments. Et puis l'année dernière à l'édition 3 de Avoculture, nous avions invité Jules Verne. Donc Jules Verne est mort bien sûr, mais nous avions un comédien qui jouait le rôle de Jules Verne et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et ce monsieur qui est un comédien professionnel m'explique qu'il a l'habitude d'aller chez des gens, faire des lectures théâtralisées ou pas. Et donc, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on puisse créer un projet où des auteurs viendraient parler de leurs œuvres chez l'habitant pour qu'on puisse avoir cette proximité, un peu ce privilège aussi d'être proche des auteurs. Et j'ai confié cette mission à la bibliothèque et c'est pour ça que ce soir, vous avez pu assister à cette soirée garde à vue et barbecue. Alors c'est vrai que là on est sur le pendant barbecue, on a eu des très beaux retours ce matin parce qu'on investit un lieu public qui ne se destine pas à ça puisque c'était l'hôtel de police. Tout à fait. Des retours qu'on a eu, les gens étaient contents et même les gens qui travaillent au sein de l'hôtel de police de pouvoir un peu ouvrir les murs. Alors on est ravis que effectivement les personnes du commissariat aient joué le jeu et soient partie prenante de ce projet culturel à la base littéraire et accepté d'ouvrir leurs portes et peut-être de confronter un peu qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux entre les romans finalement qui sont des fictions et puis la vraie vie de eux, ce qu'ils vivent au jour le jour dans leur vie judiciaire quoi. Mais oui, c'était vraiment la force de ce projet qui a été totalement l'initiative de la bibliothèque et que je remercie vraiment beaucoup. Vous aimeriez reconduire ce projet ? Absolument, et je me permets peut-être d'utiliser cette antenne pour faire un appel aux personnes qui souhaiteraient réitérer cette opération culturelle dans leur salon, dans leur jardin. Aujourd'hui, dans un jardin magnifique, on va pouvoir manger un barbecue tous ensemble. On est une vingtaine de personnes, je trouve ça fantastique. Mais peut-être que cet hiver, quelqu'un aurait un grand salon, aurait l'envie de réitérer, d'accueillir un ou plusieurs auteurs sur une thématique. Là, on était sur une thématique très polar, mais ça peut être toute autre chose et bien sûr nous serions ravis d'avoir des personnes qui pourraient se manifester auprès de la bibliothèque Pierre Gouin. Ici on est sur Radio Mani, la radio qui est sur le quartier de Romani. C'était un peu, j'ai l'impression dans le cahier des charges aussi, de viser un quartier peut-être, est-ce que je peux dire prioritaire d'accès à la culture, mais en tous les cas vous aimeriez cibler certains quartiers aussi dans votre appel ou pas forcément? Alors, moi je pense que la culture dépasse les frontières. Et aujourd'hui, on a effectivement la chance d'être dans ce quartier de Romani, qui est un quartier pour lequel on essaye vraiment d'amener un maximum de culture et de force vive, qui est un quartier qui a peut-être été un petit peu moins mis en lumière les années précédentes et qui était en restructuration. Suite aux assises de quartier qu'on a fait, on a pris aussi des acteurs
impact fort. On sait que la MJC ancienne va être démolie, mais voilà, on entend aussi ce que les habitants nous disent sur leurs souhaits, sur ce qu'ils souhaitent avoir pour la jeunesse, pour la culture. Et je pense qu'effectivement, oui, c'est un premier pas aussi vers eux, leur montrer qu'on essaye d'amener de la culture de proximité, de la culture vivante dans ce quartier. Et bien sûr, les quartiers prioritaires, mais pas que finalement. En fait, je pense que toute personne, quel que soit son statut social, quelle que soit son affinité à la culture, mais qui souhaite avoir cette expérience de recevoir chez soi un moment de culture vivante un peu unique, encore une fois, je me répète, mais privilégié. Intimiste, dans un endroit familier, cocooning. Il faut vraiment qu'elles n'hésitent pas à se manifester et on sera ravis de monter des projets avec ces personnes-là. Encore une fois, on est toujours à Annemasse dans une culture participative. On est vraiment dans la participation. Les habitants doivent s'exprimer, nous dire ce qu'ils souhaitent. Et s'ils souhaitent ce genre d'événement chez eux, il ne faut pas hésiter à nous le dire. La culture dans la rue, la culture dans la ville et la culture chez soi. Merci beaucoup. Et on a hâte de retrouver des événements comme ça. Merci. Merci. Garde à vue et barbecue. Et du coup, on est avec la pièce manquante du puzzle, l'habitant, qui a reçu les auteurs ce soir. J'ai cru que tu allais dire le barbecue. Le barbecue également. Exactement. Qui est en train de chauffer, donc on va pas le retenir trop longtemps. Mais du coup, Julien, tu as accueilli les deux auteurs. Déjà, comment est-ce que ça s'est fait et comment tu te sens maintenant? Non, mais en gros, on m'avait proposé ça durant un autre événement. Et Lilian, qui dirige la bibliothèque d'Annemasse, et Sophie, qui est élue à la culture, avaient cette idée en tête. Eux, pour une raison que j'ignore totalement, s'imaginent absolument que ça pouvait se faire chez moi et que ça serait super. Et étant donné que ça m'intéresse aussi, puisque je lis pas mal et que j'étais intéressé par ça, j'ai dit pourquoi pas. Ok, tout simplement. Et donc comment ça se passe là? L'événement, le côté interview vient de se terminer. Les saucisses vont bientôt chauffer sur le barbecue. On est un peu dans cet entre-deux. C'est quoi l'impression à chaud d'avoir reçu les auteurs à la maison? Bonne question, c'est assez unique. Donc après, je me demande si ça va se poursuivre, si Annemasse va en faire d'autres. Mais dans tous les cas, pour moi, avec mes amis et puis des personnes que je connais pas trop qui sont là, je trouve ça intéressant. Parce que c'est pas forcément des personnes qui vont lire, mais qui s'intéressent à beaucoup de choses. Et pour ma part, j'ai pas lu non plus les livres, mais j'ai trouvé intéressant. Je trouve qu'ils avaient pas mal ils arrivaient à nous intéresser, malgré le fait qu'on n'ait pas lu. Ils sont pas concentrés sur le contenu de leur livre, mais sur leur vie à eux et l'extérieur, ce qui entoure leur livre. Et au final, je me suis senti concerné sans avoir lu les deux livres. Ça donne envie d'ouvrir les pages du livre? Bah ouais, du coup j'en ai deux. Et j'ai du boulot. Donc opération réussie pour la bibliothèque d'Annemasse, je crois bien. Voilà. Et je crois que c'est le clap de fin. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci. Et puis à bientôt. Garde à vue et barbecue. Eh bien en tous les cas, aujourd'hui, on a été gâtés avec un bel événement qui n'est pas anodin, qui est assez étrange, assez surprenant, très intimiste finalement. Et qui a permis, je dirais, aux usagers de la bibliothèque d'Annemasse, mais également à tous ceux qui ont participé à l'événement, de découvrir les auteurs dans un cadre assez particulier, innovant. Et on est très content d'avoir partagé ce moment-là avec vous. C'est ici que tout se passe. Pas de neuf, ça se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf, docteur?